Allez, Victor. Le troisième et dernier français en lice aujourd'hui, Victor Mufajandais, compte comme meilleur résultat une 6e place à Zagreb. C'était d'ailleurs l'hiver dernier. Allez, Totor. Qui skie bien en slalom. Ouais, excellent. Oh là là, il a enfourché. C'est terminé. C'est une fracture du péroné, on rappelle, après la chute à Zagreb jeudi, dans des conditions qui étaient quand même très limites. Fin de saison, les JO qui s'envolent aussi. Victor Mufajandais. Sur le pied. Sur le pied. C'est parti pour le skieur de Val d'Isère. À lui de faire. Oh là là, l'énorme chute de Victor Mufajandais là, qui a explosé la porte et qui ensuite finit dans les filets. Je suis né à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. J'ai passé mon enfance là avec mes parents très sportifs. Dès 1 an, j'ai glissé dans les petites descentes de ski de fond avec des patinettes. Je pense que j'ai très vite tout de suite aimé ça. Ensuite, il y a eu le club de ski, il y a eu les premières compétitions et je pense que j'ai vraiment été mordu et piqué par le virus. J'avais forcément un esprit de compétiteur, j'avais envie d'être devant. C'est marrant, mais je me rappelle très bien des premières courses, j'ai pris 12 secondes par le meilleur de mon âge, je crois 6 à chaque manche. Et puis après, par contre, j'ai vraiment eu envie de rentrer dedans et dès la 2e année, j'ai eu beaucoup plus de résultats. Je pense que je me suis plus affirmé. Et forcément, je pense que c'est l'engrenage et puis on rentre dans la passion. Quand on est allé à Bonneval, ou à Bonneval, on n'a pas de stade d'entraînement. Quand il y a de la neige fraîche, de la poudreuse, on fait du hors-piste et on va sauter des barres rocheuses. On a toujours eu un peu cette culture-là. Et je pense que ça s'est retrouvé dans mes pratiques de sport annexes et puis aussi dans mes autres disciplines, puisque je suis un des rares à avoir fait toutes les disciplines du ski alpin, de la descente au slalom. C'est un petit peu mon profil, je dirais, voilà, quelqu'un qui s'est fait par le travail, par la répétition, par le souci du détail, et puis aussi par l'engagement et la pratique de sport un petit peu alternatif, on dira, plutôt rider, quoi. Et finalement, je me suis aussi rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était tailler des courbes sur une piste entre des portes. C'est ce qui me procure aussi le plus de sensations. Les champions me faisaient rêver. J'avais la cassette de Luc Alphand, le livre dédicacé de Luc Alphand. Et en tout cas, ce qui est sûr, et je trouve que c'est la beauté du ski alpin, c'est que ce que tu vis intérieurement, ce que je vivais quand j'avais 6 ans, 7 ans au départ du Coq d'Or, la cabane de départ, je pense que c'est sensiblement la même chose que ce que je vis aujourd'hui. C'est un mélange d'émotions très fortes, de stress évidemment, d'angoisse, de peur, d'excitation. En fait, c'est un moment où on ne peut pas tricher. Mais en tout cas, ces émotions-là, je pense qu'elles sont uniques. C'est vraiment ce qui me fait vivre et avancer, moi, depuis tout petit. En janvier 2022, je suis honnêtement presque au top de ma carrière en slalom. Ça peut être son heure aujourd'hui à Totor pour aller chercher ce podium. Ça fait 2 ans qu'on a remis un projet vraiment axé sur cette discipline, que ce soit au niveau technique, physique et matériel. Ça s'est soldé par mon premier podium dans cette discipline en 2021. Bravo Victor Mufajandais, le 11e podium de sa carrière, le premier en slalom. Des très beaux skis. Et c'est mérité au vu de sa saison dans la discipline. Et surtout aussi la perspective des JO. En tant que médaillé olympique, j'ai envie vraiment de revivre les émotions des JO. J'ai vraiment à cœur et envie d'arriver là-bas en compétiteur et en gagnant. Et c'est la dernière ligne droite. Bienvenue à Zagreb, en Croatie, pour ce 3e slalom de l'hiver après l'imbroglio. C'est un week-end très compliqué. On est dans la boue, il n'y a pas de neige. On voit que les conditions sont presque impraticables et que la course aurait presque pas lieu d'être. Mais je m'élance parce que si on m'envoie, c'est que toutes les conditions sont réunies et à moi de m'exprimer, de donner le max. Dès les premières secondes, je me rends compte que c'est un peu pire que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai qu'à un moment, au premier tir, je perds complètement mes appuis. Puis je sais pas trop ce qui se passe et je me bats quand même pour rester dans le tracé. Ça passe pas et je me retrouve complètement désarçonné et je fais un peu un roulé-boulé. Donc là, sur le coup, ça va tellement vite, tu t'entends rien, tu sais pas ce qui se passe. Et dès que je me relève, quand même je sens un petit truc bizarre dans ma chaussure et je m'attends pas à aussi pire. Il y a une extension là de la cuisse quand tu droite. fais la radio et qu'on te dit c'est cassé, qu'on va tout de suite même te mettre un plâtre,
C'est tout qui s'écroule. Tu construis, tu passes des heures l'été, tu passes des heures l'hiver à faire tous les petits détails, à travailler tout. Et en fait, en un fragment de seconde, tu te rends compte que tout s'en va et que tout est gâché. C'est mon rêve, les JO, en fait. Et que la vie te prenne ça, c'était vraiment très, très, très compliqué à accepter. Je m'étais rattaché aux championnats du monde en me disant t'as pas vécu les JO, tu vas vivre les championnats du monde à la maison. C'est presque l'événement de ta carrière en fait. Et après les deux géants d'Alta Badia, nous sommes à Del Boden. Bonjour. À Del Boden, c'est vraiment un autre scénario. Je suis revenu à un niveau que je n'avais même pas eu en 2022 et je suis vraiment de retour dans le money time pour jouer le match à fond avec les meilleurs. Et puis on est en géant cette fois-ci. Le géant, c'est complètement différent du slalom, il y a beaucoup plus de vitesse. Et vraiment, je pars très déterminé et très confiant sûr de moi. Et vraiment, je réalise une super première partie de parcours. Et par contre, sur une porte avec un mouvement très rapide, je me retrouve complètement déséquilibré. Et tout va très très vite. Et finalement, je fais un roulé-boulé, un énorme crash et je me retrouve dans les filets. Dans la chute, il arrive vite. Il n'est pas freiné et ces deux skis restent bien accrochés. Énormément de sang. C'est hyper impressionnant. J'en ai jamais vu autant. Et du coup, je suis un peu perdu. C'est un peu la panique. Je comprends pas en fait. J'ai l'impression d'avoir vécu un accident de la route en fait, où on me met de peur de la commotion cérébrale du dos. Et puis de tout ce qui m'arrive un peu, on me met dans un espèce de cocon, dans une barquette, et puis après je pars avec l'hélico. Les images de l'évacuation de Victor. Je pense qu'émotionnellement, je suis complètement vidé, et nerveusement aussi. Et là, mon diagnostic du genou, il est vraiment catastrophique. C'est un crève-cœur, vraiment. C'est la pire chose qui me soit arrivée, je pense. J'avais prévu de faire les deux années hyper importantes de ma carrière, là, avec deux très très beaux et très très grands événements. Et finalement, je les ai clairement vécus d'une autre manière. Il y a beaucoup de choses à gérer dans l'instantané, le rapatriement, prendre les décisions, aller voir le chirurgien pour se faire opérer. Le contre-coup, après, il arrive un peu plus loin quand finalement tout ça va se dissiper et qu'il reste plus grand monde finalement pour te contacter et t'envoyer du soutien. Ton monde s'arrête aussi, où tout est planifié, tout est chronométré, tout est pensé. Et puis du jour au lendemain, tout s'écroule. Le train continue et il avance sans toi. Clairement, quand je suis dans le filet et que je vois que ça va quand même pas bien, je me dis ouais, c'est peut-être la chute de trop, quoi. Ça fait 2 ans cours sur coup, les années elles passent. Peut-être que t'es plus fait pour ça, toi. Et peut-être il faut passer la main, ou faut changer, faut aller faire autre chose. Bienvenue dans la rééducation room. Retour à la case départ. Mon espace de vie depuis plusieurs jours, il est exclusivement ici. C'est sûr que ma discipline principale depuis 2 ans, c'est pas le ski, c'est la rééducation. Et j'ai un peu amélioré mon expertise. Il y a vraiment plusieurs phases, plusieurs grandes étapes. Déjà, la première, malheureusement, c'est que tu es immobilisé. Donc j'ai 6 semaines de béquille dans les 2 cas. Et là, c'est un vrai combat. Tout de suite, qui commence dès le premier jour. Il faut lutter contre la perte musculaire. On s'en rend pas compte. En quelques jours, on va vraiment perdre toutes ces qualités, tous ces muscles qu'on a travaillés depuis des années. C'est jamais très agréable, ça. C'est la torture. Les premiers jours sont vraiment très difficiles, sont très douloureux. On dort pas, on peut pas bouger. Je me suis retrouvé complètement pas autonome du tout. Et la seule solution, c'est d'être aidé par tes proches, qui eux seront toujours là et qui te soutiennent. Et je me suis retrouvé chez mes parents pendant plusieurs mois à revivre presque mon adolescence. C'est vraiment Darth Vader quand il a son masque là. Beau boulot, hein. Oh, putain, je m'en sors bien. La deuxième étape, une fois qu'on pose les béquilles, en fait on repart de zéro. On doit tout réapprendre, même des petits gestes tout simples du quotidien, comme la marche. On redevient un nouveau-né. Et en fait, on repasse par des exercices très laborieux, très répétitifs, très chiants. J'ai le kiné qui est venu tous les jours. C'était un soutien incroyable
pour trouver le juste milieu entre laisser reposer, laisser guérir, mais aussi réactiver. La troisième phase, c'est vraiment la réathlétisation. On est redevenu une personne normale et après il faut redevenir un athlète. Au début, c'est vraiment une douleur physique. Et puis après, plus on avance, plus c'est une douleur, on va dire, aussi psychique et mentale, voilà, où il faut se faire mal. C'est des choses que tu n'as pas envie de faire, mais il faut les faire si tu veux passer ces différentes étapes. Le sport de haut niveau, c'est aussi beaucoup de rigueur. On fait énormément de préparation physique. C'est des choses qui sont pas forcément toujours très ludiques. Et le VTT, c'est sans hésiter ma deuxième passion. C'est vraiment un moyen aussi pour moi de me changer les idées, tout en pouvant m'apporter énormément pour le ski alpin, parce que c'est très similaire. C'est aussi vraiment des émotions, des sensations de vitesse, prendre des sauts, se dépasser. J'ai moins de maîtrise technique en VTT qu'en ski forcément, donc je suis obligé de sortir de ma zone de confort. Mais le sport de haut niveau, c'est aussi ça, c'est sortir de sa zone de confort. Je suis quelqu'un qui met beaucoup d'affectifs dans ma vie, dans mes relations. Et j'ai toujours, je pense, fait la même chose avec mes partenaires. Et je pense qu'ils sont autant affectés que moi par ce qui m'est arrivé, par mon histoire. Et clairement, ils ont vraiment tout de suite été d'un soutien sans faille. Mais il y a quand même un moment que tu dois affronter seul. Donc ouais, il y a forcément un peu d'abandon, mais justement, tu vas te raccrocher à ces centres de rééducation, aux gens finalement que tu vas rencontrer, aux personnes qui sont là au quotidien à te soutenir et à te faire avancer, et à tous les gens finalement qui vont apporter une petite pièce dans ta machine tout au long de ton chemin, quoi. Au-delà de la rééducation et de revenir en forme, je dois gérer clairement un problème de classement. En ski, c'est très important l'ordre de départ. L'état de la piste va avoir une énorme influence sur notre résultat. L'année dernière, c'était, je pense, le plus grand défi de ma carrière de partir 31. Là, d'être 1200e, je pense que c'est même presque le plus grand défi de ma vie. Et clairement, je pars dernier sur les compétitions quand je vais m'élancer. Je sais que voilà, ça sera à moi de m'exprimer, à moi de faire les choses, et c'est ce que je mets en place en ce moment pour être plus fort que tout ça. Le chemin vers le retour, c'est le tracé de l'UTMB. Des fois, le genou il gonfle, il faut s'arrêter, on ne sait pas pourquoi. Puis des fois, on va passer un cap très vite, on va être super content, et puis après, on va stagner. De toute façon, c'est à l'image de la vie, c'est à l'image du haut niveau, en fait. On n'a jamais de tracé linéaire et facile. La fracture de Zagreb à la cheville, c'était vraiment un point d'inquiétude énorme par rapport à est-ce que ça va résister aux pressions dans une chaussure de compétition, sur une piste de compétition. L'élément où on a le plus de transmission, c'est les chaussures. En ski alpin, souvent on se focalise sur les skis, mais c'est vraiment un ensemble, et la chaussure doit transmettre vraiment ce qu'on va lui donner dans les skis. Ce qui résume bien, c'est qu'en fait, je fais du 45 dans la vie de tous les jours et j'ai des chaussures de 42,5. Si on a une moindre imprécision, en fait, je vais pas pouvoir skier, c'est-à-dire que mon pied va s'enflammer et après, je suis obligé de m'arrêter pendant quelques temps. Ça a permis de faire une remise à plat. J'ai pu repenser toutes mes chaussures de compétition, me reposer les bonnes questions. Je suis hyper rassuré d'avoir pu travailler avec justement Jules et Sidas qui m'a aidé aussi pour qu'on puisse finalement que j'ai vraiment plus aucune angoisse à ce niveau-là. Voir la neige, ça me fait quand même un peu quelque chose là. Quand tu y es pas, tu y crois pas. Là, quand tu vois la neige, on a pas mal choisi la journée. Quand au mois de mai, je reprends le télécabine, que je vois que tout est blanc, je me rends compte quand même que c'est au fond de moi, que c'est dans mon cœur. J'avoue, les sensations là, elles font envie. Autant quand tu es à la réduc, tu n'y penses pas. Là, tu sens que ça va arriver. Les papillons arrivent. Je retrouve mon technicien, qui est une des personnes les plus importantes auprès de moi. Et vraiment, sans lui, en fait, je ne pourrais pas faire ce retour. J'ai besoin de skier, j'ai besoin de faire... j'ai loupé 2 hivers complets. Le corps va aussi se rééquilibrer grâce au ski. Ça va aider la finalisation de ce processus de rééducation.
puis après, petit à petit, je retrouve aussi les collègues, les entraîneurs, les camarades d'entraînement. Je m'interroge beaucoup sur est-ce que je sais encore faire, est-ce que c'est encore pour moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour raccrocher le wagon, parce que j'ai loupé 20 courses. Et puis de retrouver une piste de Coupe du Monde très très glacée avec un tracé difficile, c'est pas du tout le même sport. J'ai connu des collègues qui ont gagné très jeunes, comme Clément Noël, comme Alexis Pinturo, mais j'en ai aussi connu qui ont arrêté très tard à l'apogée de leur carrière, comme Thomas Fanara. J'ai un profil où j'ai des fois pris plus de temps pour arriver, pour comprendre les choses, pour les assimiler. Par contre, une fois qu'elles étaient atteintes, elles partaient pas, elles s'oubliaient pas. Et je pense que ça peut correspondre aussi à ce parcours de carrière où avec l'expérience, avec tout le recul que j'ai pris, je me sens encore plus déterminé. Je peux pas m'arrêter là-dessus. Je suis clairement pas arrivé au bout de cette histoire-là. Ça va paraître hyper paradoxal, mais c'est marrant, j'ai vraiment la sensation que finalement j'ai presque aimé ces périodes. Elles m'ont apporté énormément en termes de recul, d'expérience, de qui je suis vraiment, de ce que j'ai vraiment envie de faire. D'être conférencier, d'être commentateur, d'être intervenant, d'être organisateur. Je trouve que clairement ça m'a rassuré pour le futur, mais ça me libère aussi pour mon présent. Ça me recentre et je me rends compte que finalement, quoi qu'il se passe plus tard, il y en aura des opportunités et que le ski c'est ici et maintenant.